Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast de la Niche Aventure. Je suis Claire et je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast. Dans la vie, je suis éducatrice comportementaliste canin et créatrice de contenu sur internet et ma mission, c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien. Toutes les 2 semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées autour des divers sujets du monde canin. Mes invités viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Avant de lancer cet épisode, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à me soutenir financièrement sur Tipeee si vous le souhaitez, ou plus simplement à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre appli de podcast préféré. Votre soutien m'aide énormément à faire connaître mon travail au plus grand nombre et je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous partager aujourd'hui ma conversation avec Carole Sayag. Carole est accompagnatrice de la relation humain-chien et dans cette discussion, elle nous raconte son parcours et nous parle de l'association dont elle est présidente, le MFEC. Carole nous partage sa vision et son approche du métier d'éducateur canin et nous explique en quoi la force du collectif peut vraiment faire bouger les choses. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Carole. Salut Carole. Bonjour Claire. Tu vas bien ? Je vais très bien, je te remercie de m'avoir invitée. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation, je suis vraiment contente et ravie de t'accueillir sur la niche. On va commencer par les présentations. Qui es-tu Carole ? Oui, alors moi je suis Carole Sayag, je suis accompagnatrice de la relation humain-chien. Moi je suis située en Vendée avec mon entreprise qui s'appelle Je guide et j'éduque. Et en fait mon travail ça consiste à guider les humains dans la compréhension de leurs chiens, mais aussi et surtout de eux-mêmes, afin d'être en mesure de comprendre justement la force ou le message de la relation qu'ils ont avec leurs chiens. Je suis également présidente du MFEC, donc le mouvement francophone des éducateurs du chien de compagnie, parce que j'ai vraiment à cœur en fait de participer à l'essor de l'éducation positive du chien en France et surtout de développer en fait le nombre de professionnels bienveillants. Il faut qu'on soit le plus nombreux possible. Voilà. Trop bien. C'est hyper intéressant. Rien qu'à ta présentation, j'ai déjà 1000 questions qui me viennent. C'est génial. Du coup, tu as un chien. Est-ce que tu peux nous le présenter ? Oui, alors moi, je partage ma vie avec Lautrec. Donc, c'est un magnifique croisé husky border donc, qui a eu 7 ans maintenant. C'est mon compagnon de vie. Donc, c'est assez banal ce que je vais dire, mais il fait partie de la famille. Il partage donc mon quotidien. C'est un chien qui est très discret, qui est tellement agréable à vivre que même mes parents, ils apprécient de le garder en vacances. Génial. Et du coup, je voulais revenir un peu, comme je fais à tous mes épisodes, sur ton expérience antérieure avec les chiens. Comment ça s'est fait pour toi ? Est-ce que tu as toujours été passionnée par les chiens ? Est-ce que tu en as toujours eu ? Ou est-ce que c'est venu un peu plus sur le tard ? Comment ça s'est fait pour toi ? Alors, justement, je parlais de mes parents. Moi, enfant, j'ai pas eu de chien, hein. Mon père, il les aime pas du tout. Et ma mère, je sais pas trop finalement. Mais en tout cas, il était hors de question que j'ai un chien. Donc, aussi loin que je me souvienne, j'ai vraiment la sensation de toujours avoir voulu avoir un chien. Je me revois même pleurer en voiture quand je voyais, tu sais, les gens dans le jardin jouer à la balle avec leur chien. C'était trop horrible. J'étais un peu... mais néanmoins, j'ai la sensation en fait d'avoir été entourée de chiens quand même toute mon enfance. Alors mon grand-père maternel en avait un, donc Barry, qui s'appelait un magnifique berger allemand. Et mes parents, moi, ils m'ont toujours raconté des tas d'histoires, comme quoi il m'avait une fois retrouvé dans la niche du chien de la voisine en train de dormir dans son panier. Alors que c'était pas un chien qui était vraiment connu pour être super cool, donc ils avaient un peu galéré à me récupérer, tu sais, un peu en mode stress avec la gamine de 5 ans ou un truc comme ça. Voilà. Bon, moi, je voulais trop un chien. En 6e, dès la 6e, je sais que je voulais en faire mon métier, en fait, tu vois. Donc, je l'ai un peu dit à mon père en mode, comme tu veux pas, et pour la peine, quand je serai grande, j'en aurai plein, je serai éleveuse de chiens. Défi préadolescence. Je pense que c'était ça. Et c'est vraiment le chemin des études en fait que j'ai choisi, donc ce qui ne plaisait pas du tout à mes parents. D'accord. Et donc quand j'ai eu 16 ans, le jour le plus beau de ma vie, ils m'ont emmenée à la SPA en fait pour que j'ai enfin mon chien.
Donc ils espéraient un petit peu que ça enlève cette idée fanatique d'être éleveur de chiens. Ils se sont dit, allez, c'est bon, on va lui prendre un chien et elle va arrêter ses conneries avec les, Elle avec va se les idées calmer, ça va aller. d'études. Donc, bon, bah, j'ai eu Spot, un petit croisé Beagle de 6 mois à l'époque, et j'ai jamais pu le lâcher, hein, sauf sur sa fin de vie quand il était aveugle et complètement sourd. Je t'embrasse, mon petit Spot, mon pote qui les pote. Mais du coup, bah, malgré la présence de Spot, j'ai quand même continué dans... C'était trop tard. Donc, j'ai fait mon BEP et mon bac pro en conduite et gestion d'un élevage canin. D'accord, ok. Moi, j'ai fait mes 4 ans de formation pour devenir éleveur. Mais comme je t'ai dit, donc sortie à 20 ans, tu t'installes pas en élevage. Donc, j'ai trouvé des petits boulots qui n'avaient rien à voir. J'ai fait serveuse, vendeuse et organisatrice de séminaires et d'événements. Je le dis parce que c'est une partie qui m'a finalement beaucoup plu et j'ai acquis des compétences que je garde aujourd'hui dans mon entreprise ou même dans ce que je propose. Moi, j'adore organiser des congrès et des choses comme ça. Carrément. Et donc, en parallèle, moi, de ces boulots, je me suis formée en distanciel après, parce que tu vois, il faut travailler, mais en même temps, tu as envie d'apprendre quand même. Donc, une formation en distanciel. Et mon idée, elle était de partir pour travailler dans les zoos. Donc, chose que j'ai réussi à faire, hein, donc, grâce à des rencontres, les hasards de la vie, on ne sait pas. Mais petit à petit, je suis devenue finalement dresseuse d'animaux donc pour le spectacle. Donc, j'étais en parc animalier, j'ai fait des animations sur des événements, etc. Et aussi pour le cinéma. Et après, c'est en 2015... J'ai 30 ans, je suis enceinte de mon deuxième enfant, j'ai un contrat qui est refusé parce que je suis enceinte, donc ça m'a grave saoulée. Je me suis dit c'est bon, je veux me mettre à mon compte et j'ai choisi éducateur canin. Ok. Alors du coup, plein de questions se soulèvent, évidemment, tu t'en doutes. Tu nous as dit en introduction que ton objectif était de faire connaître l'éducation positive, qu'il y ait le plus de monde en positif, etc. Comment c'est venu? Est-ce que toi, tu as toujours été dans cette vision-là du chien ou est-ce que ça a évolué? J'imagine que quand on passe par dresseur animalier en Mhm. parc, il y a des choses qui se passent et un cheminement qui se fait. Comment ça s'est fait pour toi? Alors c'est très drôle, effectivement non, j'ai pas du tout fait de l'éducation positive au départ avec les chiens, parce que dans mes études, moi, alors, donc c'était 10 ans plus tard hein, que je m'installe en éducation canine, j'avais Ouais. pas forcément remis les pieds dans le monde du chien après ces études-là. Mais ce qu'on m'avait appris à l'école, c'était assis, tu appuies sur le cul, couché, tu mets ton pied sur la laisse, il saute, tu lèves ton genou, etc. Là, Euh, on est en 2005, du coup, à ce moment-là? on est en 2005, mais finalement en 2015, quand je me suis installée, moi je crois Ouais. encore que c'est comme ça qu'il faut faire. Et Ouais. c'est assez drôle parce que quand tu travailles avec les animaux en parc animalier, donc tu vois, j'ai fait un peu on fait du medical training beaucoup avec Mhm. des ours polaires, par exemple. Tu vois, je donne toujours l'exemple de mon ours polaire. Jamais de la vie, tu forces un ours polaire à te montrer son cul pour lui faire la piqûre, tu vois. Donc c'est assez drôle et triste, mais c'est ce qui me permet aussi de comprendre à l'heure d'aujourd'hui les gens qui sont en coercitif et qui sont pas encore ouverts aux méthodes positives. C'est vraiment quand tu es dedans, tu crois que c'est comme ça qu'il faut faire, donc tu le fais un peu bêtement. Donc moi, quand je me suis installée, c'était vraiment, il fallait que je mette à mon compte, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est assez horrible de dire ça, la réalité, elle est triste, mais en fait, je me suis dit, tiens, éducateur canin, ça coûte rien, faut pas de formation particulière, je vends du service, donc j'ai pas d'investissement, je me mets en auto-entreprise, c'est pas compliqué, c'est hyper facile, donc si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis. Mais j'ai eu la chance, justement, de me former, en fait. Enfin, tu vois, genre, pour Noël et mon anniversaire, j'ai demandé des formations. Je suis tombée, je sais même pas, en fait, un peu par hasard, donc sur des formations de Julia Debelle et Antoine Bouvresse. Tu vois, c'est un peu les premières personnes que j'ai rencontrées quand je me suis installée. Mhm. Et c'est là que, oh putain, en fait, il y a une autre façon de faire avec le chien. Donc c'est voilà, c'est le hasard de la rencontre qui a fait que très très vite j'ai fait autre chose que ce que je pensais faire au départ, quoi. Donc, tu t'installes, tu te Mhm. formes, tu fais le parcours un peu dans l'autre sens. Comment ça prend? Tu fais quoi comme formation? Comment ça se passe jusqu'à aujourd'hui? Ben, j'ai jamais arrêté, ça veut dire que je suis en formation continue, et c'est vraiment même ce que j'invite à faire moi à tous les éducateurs, peu importe, même je sais qu'il y en a qui ont par exemple des BEP éducateurs canins Ouais. spécialisés, mais néanmoins on est dans une profession où ça évolue en permanence. On a des nouvelles connaissances, on est finalement seulement maintenant en train d'étudier le chien,
et de le comprendre. Donc, il faut qu'on se remette à jour vraiment régulièrement. Donc, j'ai fait des tas de formations, je pourrais même pas toutes les citer, mais on va dire sur des petits contenus un petit peu divers et variés. Comme je te disais, moi au début, j'ai débuté en faisant de l'éducation pure, voire limite même du dressage, parce que Ouais. mes animaux que je pouvais dresser pour le spectacle, fallait qu'ils fassent leur truc et puis c'est tout, quoi, sans se poser de questions, hein, en fait. Et puis donc tout d'un coup, je me suis intéressée aux émotions. J'ai dit tiens, faut peut-être faire attention aux émotions. Et j'en ai fait ma spécialisation, donc tu vois, tout ce qui est étude du comportement, j'ai été un peu plus loin, étude des émotions, je suis allée un peu plus loin, etc. Et donc j'ai très vite finalement changé ma façon de voir mon métier et d'aborder le chien. Donc tout ça, en fait, au fur et à mesure que j'ai évolué personnellement, ça m'a permis d'évoluer professionnellement, en fait, par ricochet. Un jour aussi, j'ai eu une cliente où clairement, en fait, avant de bosser sur le chien, il y avait finalement plutôt du boulot à faire sur elle. Et ça a été une grande période de remise en question, en fait, sur qu'est-ce que j'avais envie de faire. J'ai eu l'idée justement de supprimer l'humain propriétaire du chien. Pas de les tuer, hein, mais de les supprimer de l'équation. Tu vois, je réfléchissais aux pensions éducatives parce que après tout, moi jusque-là, en fait, on me donnait des animaux, encore une fois pour le spectacle, et il fallait que de A à Z, en fait, tu les éduquais, mais c'était toi tout seul qui le fais. T'avais pas une troisième personne dans l'équation. Donc je me disais, tiens, si je m'en occupais toute seule, j'aurais plus de résultats. Hein, tu vois, je sais dresser des loups pour le spectacle, alors un chien de compagnie, c'est hyper facile. Et en fait, c'est là que j'ai eu un déclic en me disant, mais non, en fait, ce que j'aime dans mon nouveau métier aujourd'hui, c'est pas finalement tant le chien, je les aime quand même, mais finalement, c'est peut-être que les humains, je les aime bien quand même. Et toutes ces questions de pourquoi cet humain, il trouve que ce chien a un problème de comportement? Qu'est-ce que ça vient titiller chez lui? Tu vois, moi je dis toujours, ma phrase c'est le chien il a pas de problème. Hein. J'ai jamais eu un chien qui m'a appelé pour me dire salut, j'aimerais que tu m'aides, j'en ai marre de courir après les chevreuils, etc. C'est bien, c'est bien l'humain, en fait, notre client, qui lui a un problème avec le comportement de son chien, qui est finalement bien souvent un comportement normal. Hein, on est quand même bien souvent sur un comportement normal, mais il va gêner l'humain. Donc, qu'est-ce qui va différencier celui qui a son chien en liberté, hors de vue, à courir derrière le gibier, et que le mec, il va pas stresser une seule seconde, d'une autre personne, que si son chien s'éloigne de 5 mètres, elle tombe dans les pommes, tu vois. On a bien un problème par rapport à la personne, finalement, plutôt que le chien. Voilà, donc, à côté de ça, moi, je voyais mes collègues autour, parce que j'ai toujours été quand même assez investie. Donc, je disais, je suis présidente du MFEC, mais finalement, je suis adhérente du MFEC quasiment depuis le départ, dès que je me suis remis dans les bonnes méthodes, on va dire. Et donc, à côtoyer beaucoup de collègues, je les voyais vraiment rencontrer des problématiques similaires. En fait, l'humain est toujours au cœur du problème. Ils n'écoutent pas, ils comprennent pas, ils exagèrent ou ils minimisent un problème, etc. Donc là, je me suis dit, c'est bon, il est temps d'arrêter de se former sur le chien, il faut que j'aille me former sur l'humain. Donc c'est là que j'ai fait une formation complète, en fait, qui a duré 1 année, en coaching humain. D'accord, ok. Voilà. Donc aujourd'hui, je propose finalement plus vraiment de l'éducation, mais je me concentre que sur l'humain et sur sa relation avec son chien. Qu'est-ce qui se cache derrière le choix du chien? Comme tu m'as demandé au début, en fait, mon histoire avec les chiens et avec mon chien aujourd'hui, en fait, elles sont liées à mes histoires personnelles. Si j'avais pas eu ce problème d'enfance, privation de chien, j'aurais peut-être pas de chien aujourd'hui. Enfin, tu vois, voilà. Donc tout est lié. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est que tu nous dis donc que tu es rentrée dans ce métier-là, donc, qu'on va appeler éducateur canin. On va lui mettre un nom parce que c'est le nom générique qu'on a. Tu es rentrée dans ce métier-là en étant plutôt dresseuse. Oui. Et au final, tu atterris en te présentant comme accompagnatrice, ce qui n'a absolument rien à voir entre l'un et l'autre. Et c'est hyper intéressant tu aies pu nous retracer tout ce chemin du dressage jusqu'à l'accompagnement. On est sur un truc, il n'y a que le chien qui compte, voire l'humain est gênant. Et on fait ça parce que on n'aime pas vraiment les humains, mais on aime plutôt les chiens, etc. Pour mille et mille raisons, tout ce qu'on peut entendre souvent sur ce sujet-là. Jusqu'à, les chiens, c'est sympa, mais en fait, eux, ils n'ont pas de problème, ils vont bien, globalement. Mais par contre, on peut accompagner des gens à ce qu'ils se sentent mieux et à ce qu'ils vivent mieux avec leurs chiens. Je trouve ça génial.
comme chemin. Ben ouais, après, tu vois, c'est vraiment le hasard. Je ne sais pas si le hasard existe, mais c'est vraiment des rencontres, des remises en question. Et je trouve que c'est la force de notre métier, en tout cas de ceux qui sont pour moi des vrais éducateurs canins, cette remise en question en permanence. Tu vois, Mm. on parlait justement de la formation, mais la formation continue, pour moi, c'est primordial parce qu'on apprend toujours des nouvelles choses. Et ce qu'on croyait vrai hier, eh ben, il l'est plus aujourd'hui. C'est chiant, c'est fatigant. Ouais. On préférerait peut-être que tout soit carré, etc. Mais en fait, la magie, elle est là. C'est qu'il faut en permanence qu'on réfléchisse à faire les choses différemment, quoi. C'est clair. Et puis même d'un point de vue personnel, même pas que professionnel dans ce qu'on apprend, mais même d'un point de vue personnel, je trouve que ça ouvre l'esprit et de se dire que même dans la gestion de notre entreprise, on peut faire complètement différemment, dans notre façon de penser, de voir les choses, etc. C'est hyper intéressant. Et c'est Mm. cool que tu aies expérimenté ça vraiment de A à Z, c'est trop cool. Je suis peut-être pas encore à Z, hein, tu vois. Non, t'es pas à Z, mais de A à J. C'est ça, c'est ça. Trop bien. Du coup, tu nous as parlé un peu de ta vision de ton métier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Je sais que toi, tu t'es plutôt spécialisée, donc tu viens de nous dire sur l'humain et sur comment on accompagne l'humain. Je sais que tu travailles beaucoup avec l'émotionnel, tu nous l'as dit en introduction, mais qu'est-ce que ça veut dire fondamentalement? Ça veut dire que avec mes clients particuliers, hein, parce que moi j'ai deux types, j'accompagne les professionnels aussi Ouais. dans une compréhension d'eux-mêmes, mais aussi les particuliers. Euh, en fait, on vient chercher qu'est-ce que ça vient refléter chez eux. Les gens m'appellent parce que le chien fugue. Et ben, il faut aller voir plus loin sur la peur que ça va engendrer, la peur de l'abandon, la peur de perdre, des choses comme ça. Donc c'est vraiment aller chercher quelle émotion, quand mon chien fait ce comportement, quelle émotion ça vient générer chez moi. C'est souvent d'ailleurs lié beaucoup à la pression sociale. Ça veut dire que finalement, en allant creuser, bah non, moi mon chien qu'il aboie sur le facteur, ça me dérange pas parce qu'en fait, j'avais pris un chien à la base parce que j'avais peur d'être toute seule et je voulais qu'il me protège, donc je suis bien contente qu'il me prévienne. Mais ça se fait pas d'aboyer sur le facteur. Les voisins ils me regardent bizarrement, ils croient que mon chien il est méchant, donc du coup je voudrais qu'il arrête, etc. Donc en fait, je viens vraiment voir quel est le réel problème. Est-ce que le problème, c'est que le chien aboie sur le facteur ou c'est la tronche de la voisine qui te regarde avec mépris? et on va pas travailler de la même façon. On va foutre la paix à ton pauvre chien qui fait son job parfaitement et on va aller travailler ton côté confiance en toi ou regard des autres, etc., quoi. Voilà un peu. Ok. Et est-ce que tes clients, quand ils t'appellent aujourd'hui, parce que maintenant tu communiques quand même beaucoup là-dessus, sur cette façon de voir les choses, est-ce que les clients qui t'appellent, ils viennent encore sur j'ai un problème, mon chien fugue, mon chien tire en laisse, etc. Oui. Ou est-ce qu'ils viennent déjà dans une autre démarche de plutôt comprendre ce qui se passe, se réinterroger, etc. Est-ce que tu as un travail de déconstruction à faire, de dire, bon, bah voilà, il y a vous m'appelez pour ce problème-là, mais en fait, on va travailler là-dessus. Comment ça marche aujourd'hui? Il y a les deux. Il y a les deux parce que on va dire que les gens qui me suivent sur les réseaux, ils le savent, c'est clair, etc. Donc j'ai même des gens qui viennent de loin. Tu sais, j'organise même des fois sous forme de séjour. Ça veut dire que tu es vachement loin, mais tu peux venir pour venir travailler sur toi sur plusieurs jours et avec ton chien, en fait. Donc ceux-là, ils sont déjà avertis et ils savent qu'on va venir titiller. Mais à côté de ça, j'ai aussi des clients, j'ai envie de dire lambda, parce que le vétérinaire a donné mes coordonnées ou parce qu'ils sont tombés sur moi sur les pages jaunes, etc. Et eux, ils m'appellent juste parce qu'ils ont un problème avec leur chien. Donc là, bah, ça dépend. Ça veut dire que ça dépend. Donc soit c'est des personnes que je vais pas accompagner parce que c'est pas mon domaine. Enfin, en tout cas, ils sont pas... Comment dire, ils sont pas prêts à mon type d'accompagnement et donc il vaut mieux qu'ils aillent voir, j'ai envie de dire, un éducateur canin classique. Donc c'est là où tu es content d'avoir ton réseau de collègues pour renvoyer à une collègue adaptée. Ou le cheminement se fait tout doucement. Enfin, en tout cas, je leur dis pas dès le départ, non, non, votre chien, il a pas de problème. Par contre, si vous voulez bien, vous allonger sur le canapé, on va discuter. Voilà, c'est un cheminement en douceur, mais bien souvent, il y a une illumination. En fait, les gens prennent conscience au fur et à mesure. Voilà. Mes plus belles réussites, c'est vraiment ça. Tu
Tu vois, je donne toujours l'exemple, quelqu'un qui est venu me voir avec sa golden parce que sa golden grognait sur les autres chiens. Mhm. À l'heure d'aujourd'hui, la chienne grogne toujours, on n'a absolument pas travaillé dessus, mais en fait, on a changé sa vision qu'elle avait, elle, de son chien. Ça veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus un problème pour elle que son chien grogne. Quand je dis qu'elle grogne toujours, en fait, je pense qu'elle grogne même moins, parce qu'en en fait, elle a le droit de grogner. Donc, elle a juste compris que grogner, c'était pas de l'agressivité, que sa chienne, elle était pas dangereuse, qu'elle communiquait très très bien avec les autres chiens, et qu'on s'en fiche de les gens qui vont regarder son chien en se disant oh là là, elle est méchante. Et donc, en fait, on a juste changé son regard qu'elle avait, elle, sur son chien. Et à l'heure d'aujourd'hui, en fait, elle me dit merci parce que le problème a disparu, tu vois. Il est encore là, en fait, en réalité, même si il est beaucoup moins intense. Mais bizarrement, je pense que la chienne, elle grogne vraiment plus parce qu'elle a plus de raison de grogner parce que sa maîtresse, maintenant, Mhm. l'écoute, tu vois. Il y a une détente qui n'était pas là avant. Et... Exactement. Et puis les gens font plus de réflexion, ou en tout cas, si jamais ils en font, bah, elle les entend plus. Alors qu'avant, elle avait l'impression d'entendre que ça, tu vois. On n'a rien fait sur le chien. Est-ce que dans une grosse majorité des cas, tu as l'impression de, au final, rien faire sur le chien et tout faire sur l'humain, ou est-ce que il arrive quand même des cas où c'est quand même du double travail, tu vois? Non, moi, je fais rien sur le chien. Ok. Enfin, bon, il doit bien en avoir un tout petit peu quand même. Non, quasiment rien. Je suis sûre que quand, quand j'ai des stagiaires, tu vois, ils me disent, mais en fait, tu fais rien. Ben non. Mais non, j'ai vraiment la sensation que je fais rien sur le chien ou très très peu. Tu changes vraiment juste la vision qu'a la personne sur son chien, le chien en général, et même sur leur relation. Ok. Quand il y a besoin d'éducation, c'est presque plus mon... Je renvoie en fait, tu vois. Enfin, s'il y avait Ouais. besoin de mettre en place certains apprentissages un peu précis, je me limite vachement, ça va être très très court, quoi, tu vois. Si c'est Ouais, ouais. vraiment... non. Non, c'est hyper intéressant parce que, enfin, tu vois, moi, par exemple, qui débute, je m'inscris un peu dans cette même vision, tu vois, d'aider l'humain, d'accompagner l'humain dans son cheminement. Et c'est vrai que pour l'instant, je me sens pas encore assez légitime pour dire, pour me dire à moi, en fait, on va rien faire sur le chien, on va juste parler à l'humain parce que je me sens pas non plus le bagage pour. Et donc, c'est vrai que j'ai un peu l'impression d'être dans cet entre-deux où à la fois, on va faire des trucs avec le chien et à la fois, au bout d'un moment, au bout de la troisième séance, généralement, ça commence à dire, ah, mais en fait, ça m'a fait du bien. Et puis, voilà, et en fait, on parle un peu moins du chien au fur et à mesure des séances. Donc, c'est vraiment intéressant et je trouve qu'il y a un vrai. Après, c'est à chacun aussi de trouver le truc où il est bien aussi là-dedans. Mais je crois que globalement, tous bons éducateurs canins, on essaye quand même de faire du travail avec l'humain en parallèle du travail qu'on peut faire avec le chien, Ouais, si on en après, fait. on n'est pas tous capables non plus parce que Mm. dans tout ça, tu vois, comme je te l'ai montré, c'est une évolution aussi un peu sur le long terme, bien que ce soit Ouais, court en carrément. même temps, parce que tout ça, c'était en 7 ans, donc c'est assez court et en même temps, c'est long. Mais il y a aussi mon évolution personnelle. Ça veut dire que moi, il y a 7 ans, quand les gens ils commençaient à me parler, parce que des fois, ils parlent de leurs problèmes personnels, Ouais. genre à me dire ah avec mon mari nanana, moi je fermais les écoutilles, les oreilles, les yeux, j'en ai rien à hop, j'écoute pas, on pourrait se concentrer sur le chien s'il vous plaît. Et en fait j'en étais pas capable parce qu'à ce moment-là ça venait aussi faire travailler chez moi mes propres problèmes, hein, parce que je suis un humain aussi avec des traumatismes plus ou moins importants, etc. Mais il y avait des choses que je ne pouvais pas entendre, c'était pas possible à gérer pour moi émotionnellement. Donc c'est aussi à travers mon développement personnel, une bonne connaissance de soi, et c'est ce que je travaille aujourd'hui avec les autres professionnels, c'est tu te connais toi pour éviter la projection, tu vois, pour éviter aussi de trop se comparer aux personnes, sans perdre son empathie qui est primordiale, mais en même temps, on doit se protéger. Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant d'éducateurs canins qui rentrent chez eux épuisés parce que psychologiquement, ça a été dur de voir la tristesse de ces personnes qui sont en difficulté, etc. Des fois, ça vient refléter nos propres problèmes qu'on a pu avoir. Et donc, dans ces cas-là, on peut avoir du mal à faire un bon travail pour cette personne parce on est projeté avec notre vie à nous. Donc, se connaître bien soi-même, c'est important pour être sûr que tu es en train d'aider l'autre et pas de t'aider toi par, Ouais. par miroir et des choses comme ça.
Et après, accompagner l'humain, donc moi j'ai fait une formation, c'est quelque chose qui me parle, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Dans tous ceux qui sont en train de nous écouter, qui sont éducateurs canins, il y en a qui ont envie de partir dans ce chemin-là. Il y en a qui ont envie de partir un peu, d'avoir quelques outils histoire d'aider un peu l'humain et de l'écouter. Il y en a qui peuvent partir à fond, comme moi j'ai envie de dire, et il y en a d'autres qui sont pas capables non plus. Donc il faut aussi savoir référer à d'autres professionnels. Moi j'ai travaillé longtemps, enfin je travaille même encore d'ailleurs avec des sophrologues ou des choses comme ça. Enfin tu vois, tu peux travailler avec d'autres professionnels pour accompagner le binôme, quoi. On peut très bien rester quand même éducateur canin et à se Oui, concentrer que sur le ouais. chien. Et des fois, travailler en binôme avec un professionnel de l'humain, ça peut être super chouette. On fait des super trucs. J'ai une amie d'enfance, c'est très rigolo, on s'est retrouvés, mais qui fait aussi de la sophrologie. Et on fait souvent des choses en duo, en fait, où elle s'occupe vraiment de la partie humain et moi de la partie chien. Voilà. Après, j'ai les compétences de switcher et elle aussi, vu qu'elle travaille avec les chevaux. Donc, enfin, bon, on switch dans les deux, mais on pourrait faire aussi chacun sa partie, tu vois. Hmm. Non, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Et je crois que le message derrière ça, c'est de savoir en tout cas où on se situe et de savoir repérer si on est en zone ça va, on gère, on a envie. Ou Mm. alors là, c'est plus notre sort pour telle ou telle raison, parce que c'est trop dans le chien ou parce que c'est trop dans l'humain Mhm. ou c'est dans un entre-deux qui nous plaît pas. mais non, c'est hyper intéressant. Du coup, on va parler un peu du MFEC au travers de cet épisode. Oui, Parce que tu en es la présidente depuis quelques années. oui. Est-ce que tu pourrais nous, avant de présenter un peu plus le MFEC, est-ce que tu pourrais nous dire, nous expliquer ce qui t'a amené dans cette association, comment tu l'as rejoint, pourquoi tu t'es investie dans cette association, et puis comment tu en es devenue présidente, parce que c'est pas rien. Ouais. Alors, je sais pas trop. Alors, moi, j'ai adhéré au MFEC, comme je te disais, je pense, dès le début. Enfin, en tout cas, la deuxième année, en 2016, je pense que si je regarde. Parce que c'était obligatoire pour moi. Quand tu fais partie d'une profession, il faut que tu trouves ton association, ton mouvement, ce qui représente ton métier, quoi. Donc, j'ai cherché. Et donc, j'ai trouvé le MFEC sans trop savoir un petit peu ce que c'était, etc. Mm. Donc j'ai été adhérente, j'ai envie de dire, classique, jusqu'à ce que je sais pas trop en fait. Mais en fait, voilà, à un moment donné, il y avait besoin d'un petit peu plus de monde pour aider, donc j'ai rejoint le conseil d'administration. Si je suis obligée de le présenter un petit peu. Donc le MFEC, c'est Ouais, une association qui date de 2006. Ça a été créé en 2006 par Catherine Collignon et le docteur Yann Dunbar. ok. Ça a pour objectif de promouvoir l'éducation canine en France. Donc, il faut vraiment imaginer qu'à l'époque, limite en France, l'éducation positive, ça n'existait pas du tout, quoi. Donc, le MFEC, c'est quand même un précurseur. Et c'était vraiment reconnu, en tout cas, toi, les tout premiers congrès autour du chien, ça a été avec le MFEC. C'est vraiment ce qui a permis d'apporter les nouvelles connaissances sur le chien et de mettre à jour, finalement, à travers les congrès, les professionnels dans leur domaine. Aujourd'hui, ça fait plus de 16 ans que l'association elle existe. Elle a légèrement évolué. Malheureusement, elle est toujours présente. Donc, ça veut aussi dire qu'il y a encore besoin de travailler pour que l'éducation positive et le renforcement positif soient majoritaires. Mais donc, néanmoins, une association qui a 16 ans, elle commence à vieillir. Donc, moi, quand je l'ai rejoint vraiment à fond, ça devait être en 2018, elle était plutôt en train de mourir, cette association. Il n'y avait plus grand-chose qui se mettait en place. Ça faisait un petit moment qu'il n'y avait plus de congrès, plutôt en perte d'adhérents. Et d'ailleurs, limite, les gens ne connaissaient pas MFEC. Et donc, il était question d'arrêter l'association. Et moi, je me suis dit, ben non, c'est pas possible. Tu vois, je suis un peu du genre à me bagarrer, je sais pas. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Donc, c'est vraiment là que je me suis investie à fond et que je suis rentrée dans le bureau du MFEC en me disant non, non, faut la booster. C'est dur, hein, quand même, une association, c'est toujours compliqué parce que d'arriver à avoir l'énergie de tout le monde, c'est pas forcément évident. Donc, on n'était pas beaucoup à travailler dans le MFEC. Moi, j'ai vraiment cette sensation qu'on l'a fait renaître de ses cendres. Et donc, pourquoi est-ce que j'avais vraiment envie de ça? Je sais pas trop par rapport à mon chemin, où est-ce que j'en étais à ce moment-là, mais comme je te disais, il y avait l'humain qui était de plus en plus présente. J'avais très envie d'être très présente pour mes collègues,
Je pense que assez naturellement, j'ai eu très, très vite de toute façon des collègues qui naturellement venaient à moi un petit peu pour me demander des conseils ou je sais pas trop quoi, je voilà, ce que je fais aujourd'hui, ça a pas de hasard, on va dire, il doit y avoir une aura par rapport à ça, mais voilà, on venait me voir un petit peu, j'étais la sage du groupe. Ça me faisait ça me faisait rire, mais il avait besoin de se plaindre, et donc je me suis dit, «Il faut que je sois plus, présente officiellement», j'ai envie de dire, pour aider tous mes collègues et les éducateurs canins et les futurs éducateurs canins et cetera. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai eu envie de me mettre, au MFEC. Ok. Pour revenir un peu sur la présentation du MFEC, aujourd'hui concrètement, ça représente quoi le MFEC? Qu'est-ce qui s'y passe? À quoi ça sert? Combien vous êtes? Etc. etc. C'est quoi un peu dans les grandes lignes ce que c'est que le MFEC? Ouais. Alors, les missions du MFEC, elles sont assez nombreuses. L'intitulé, c'est «Promouvoir l'éducation, canine positive en France». Ok. Je pense que la mission principale, elle est vraiment, en fait, d'informer les professionnels sur les nouvelles connaissances du chien, comme je le disais, parce que la science, elle avance vite et notre force en tant que professionnels, c'est vraiment d'évoluer pour offrir toujours le meilleur aussi à nos clients. Donc notre rôle, c'est de permettre aux professionnels de l'éducation d'accéder aux connaissances nécessaires pour faire son métier correctement. Donc dans l'idée, si je résume, notre objectif, c'est qu'il n'y ait plus d'éducateurs en traditionnel et qu'il n'y ait que de l'éducation en positif, parce qu'il devrait même, c'est même pas de l'éducation de toute façon en coercitif, ça s'appelle, enfin c'est pas correct. Mais pour faire ça, il faut bien que les éducateurs comprennent qu'est-ce que c'est que le renforcement positif, comprennent tout ce qui est toute la science du comportement, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont faites à travers les congrès. Alors bien que depuis le Covid, on a quand même eu des difficultés à en organiser, mais aussi via les formations, comme je te parlais des formations continues. En 2022, au MFEC, on a mis en place un label de formation. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, il existe tellement de centres de formation pour devenir éducateur canin, et il y a beaucoup de choses un peu pourries, en fait, mais ça devient vraiment difficile pour les futurs pros de savoir où se diriger. Et il y a encore malheureusement des formations qui vont parler de dominance ou qui vont t'apprendre à utiliser des outils coercitifs. Ça paraît un peu dingue, mais il y en a encore un petit peu. Donc, il est hors de question que les éducateurs canins de la nouvelle génération, finalement, soient mal formés. Donc, à travers ce label de qualité, en fait, on permet de s'assurer du contenu de la formation, la qualité des formateurs, etc., de ce qui va être mis dedans. Donc, c'est vraiment une de nos fiertés des missions qui ont été mises en place récemment, parce qu'en fait, à travers ce label, il y a aussi, on a reçu par exemple des demandes de centres de formation qui respectent pas la charte, donc qui ont été refusées, mais qui du coup se donnent comme objectif d'obtenir le label dans 2 ans. Et donc de modifier leur contenu. Et ça, pour moi, c'est vraiment une immense victoire. Enfin, pour moi, on a tout gagné. Ça veut dire qu'il va y avoir une envie d'évolution dans la profession, et ça, c'est important. Voilà un peu les missions. Après, il y en a plein d'autres qui se rajoutent au fur et à mesure aussi des envies, mais l'objectif, c'est vraiment que notre métier soit représenté correctement. Trop bien. C'est vrai que c'est une énorme victoire, comme tu le disais, le fait qu'il y ait un mouvement comme ça qui commence à influencer sur les contenus de formation. Aujourd'hui, je crois que je le répète quasiment à chaque épisode, je crois qu'on vient à ce sujet-là à un moment donné, mais le fait qu'il n'y ait pas de charte de base nationale qui existe pour former à ce métier-là, parce que officiellement, on peut le faire avec 2 jours de formation, 2 jours de prise d'infos, on va dire, avec la cassette. J'invite à aller écouter le dernier épisode sur le sujet que j'ai enregistré avec Aurélie. Mais donc, je trouve ça génial que, d'une manière ou d'une autre, même si c'est pas l'administration publique qui en est l'auteur, même si, pour l'instant, on en est à petite échelle avec une association qui arrive à faire ça, je trouve que c'est un immense pas et ça dit beaucoup de choses sur la suite. Je trouve ça hyper... ça permet beaucoup d'optimisme en fait pour la suite, de se dire que petit à petit il y a des choses qui se mettent en place, il y a des organismes de formation qui se mettent au pas aussi avec tout ça. Ça veut dire que il y a matière à, et que c'est pas que c'est l'avenir quoi. C'est l'avenir qui se met en route là-dessus et c'est chouette. C'est toute la relation au chien qui va évoluer quoi, donc c'est génial.
Et plus on sera nombreux, plus on aura justement d'impact. Tu vois, on a plein d'autres objectifs, hein. Je pense qu'on voudrait tous que les colliers étrangleurs soient interdits à la vente. Ouais. Donc tout ça, c'est pas tout seul dans son coin en râlant qu'on va faire quelque chose. C'est vraiment en étant un groupe solidaire, etc. Le MFEC peut faire de grandes choses, mais il faut effectivement qu'on soit finalement tous réunis dedans, en fait. Ouais. Toute la profession réunie autour de mêmes valeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, le MFEC peut avoir une incidence politique, entre guillemets, je veux dire, voilà, a pu travailler avec des parlementaires, etc., enfin, ce genre de choses, ou est-ce que ça s'est pas encore fait? Alors, ça faisait partie de ma réponse à la question de l'intérêt de rejoindre un groupement professionnel. Ouais. L'intérêt premier vraiment qu'il faut voir à rejoindre un réseau professionnel, c'est justement la force du collectif. Ouais. Donc certes, au niveau du MFEC, nous, on a mis en place un maximum de choses pour qu'il y ait un intérêt personnel d'adhérer. Mais c'est presque ce qui me rend triste. Ça veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, les gens ils me disent qu'est-ce que je Ça vais m'apporte. avoir comme intérêt à adhérer? Ouais. Non, ok. Ouais, ok, donc il y a la visibilité via l'annuaire. On met en place des documents de qualité à remettre à ses clients. Hein, on a des flyers en fait thématiques sur les besoins du chien, je m'occupe de mon chiot, etc., qui sont envoyés aux adhérents. Ça, c'est des super supports qui peuvent servir aux clients, etc. Il y a aussi des remises sur des formations, des partenariats avec des marques, et puis il y a plein de choses à venir, etc. Mais rejoindre le MFEC, c'est aussi la volonté, en fait, de changer le monde de l'éducation canine en France, tu vois. Ouais. Donc, je suis peut-être un peu utopiste, et des fois, je me sens un peu toute seule là-dedans, mais Je partage. je me dis, il faut qu'on donne de la force à une profession. Et plus on sera nombreux, plus on pourra mettre en place des actions. Donc, on a plusieurs commissions de travail, dont la formation juridique, qui travaillent sur l'interdiction, comme je te disais, à la vente des colliers étrangleurs, de dénoncer des pseudo-pros qui vont utiliser la violence. Mais pour avoir un impact, justement, auprès des députés, il faudrait vraiment... Il faut être nombreux. C'est pas parce que on est... alors, nous, à l'heure d'aujourd'hui, on est 240 adhérents. C'est déjà très bien parce qu'il y a 2 ans, on peinait avec les 100 adhérents. Donc, on a quand même pas mal évolué quand même. Comme je te disais, ça renaît vraiment de ses cendres. Mais néanmoins, quand tu te pointes avec un député avec 200 personnes, c'est pas suffisant. Il faut être beaucoup plus. Et on est beaucoup plus nombreux que ça. Donc, c'est pas normal qu'on soit que 240 dans le réseau. Mais donc, c'est un peu les objectifs aussi. C'est plus on sera nombreux, plus on pourra vraiment mettre en place des actions plus concrètes et avoir plus de force, quoi. Ouais. Hyper intéressant. Trop cool. Et non, je rejoins vraiment ça. Enfin, voilà, tu le sais peut-être ou pas. Moi, je viens du service public et je suis juriste à la base. Et donc, je rêve d'un jour pouvoir raccrocher tous les wagons et d'aller faire évoluer la place du chien dans notre société au niveau national, politique, juridique. Parce que je trouve que c'est hyper primordial en fait et ça passe effectivement par les méthodes éducatives et ça passe par les professionnels de ce métier-là, les professionnels de terrain. On avait parlé aussi avec Alice qui est éthologue et qui a le podcast Dans la tête des chiens. Pour moi, c'est primordial de travailler en interdisciplinarité, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des vétérinaires qui fassent ça, mais il faut aussi, et des éthologues et des scientifiques, etc., mais il faut aussi des professionnels de terrain pour porter cette voie-là. Donc c'est primordial tout ça. Écoute, peut-être qu'on te retrouvera dans la commission juridique du MFEC pour raccrocher les wagons. Écoute, je vais y songer très, très sérieusement, en tout cas. Non, c'est cool. Tu nous as parlé un peu des critères d'accès au MFEC. Donc, tu nous as dit pour les formations tu as rapidement évoqué le fait qu'il y avait une charte dans laquelle qu'il fallait respecter pour pouvoir être labellisé en tant que formation. Est-ce que tu peux nous parler un peu des critères d'accès au MFEC, que ce soit en tant que formation ou en tant que professionnel comment ça fonctionne? Ok, donc le label formation, c'est un peu différent. Ça veut dire que c'est pas forcément des adhérents ou quoi que ce soit. Hein, c'est un peu à part. Donc, on a la commission formation. Et on va avoir un centre de formation qui remplit un dossier, donc qui nous envoie alors, le programme, la liste des formateurs avec les CV, etc. Donc ça, c'est un dossier. Ils payent des frais de dossier qui sont, j'ai envie de dire, dérisoires, c'est 20 €, mais ça fait partie aussi des rentrées d'argent pour l'association. Et donc après, en commission, donc, on a un nombre d'adhérents qui sont dans la commission et qui sont finalement, je ne sais pas comment on peut dire ça, jurés.
Ils se retrouvent 2 fois par an ou 3 fois pour étudier les dossiers et donc valider si ça rentre dans les critères ou pas. Et donc la formation a sa petite estampille labellisée MFEC. Et donc ceux qui sont refusés, soit ils sont refusés, soit ils vont changer ce qui a été refusé pour pouvoir être accepté la prochaine fois, etc. Donc ça, c'est le label formation qui est ouvert donc à tout centre de formation. Donc on en a déjà pas mal. Sur le site internet du MFEC, dans l'onglet formation, on a effectivement le listing de toutes les formations qui ont été labellisées à ce jour. Donc c'est vraiment bien. Il y a aussi bien de la formation longue pour devenir éducateur canin que des centres de formation qui vont proposer des thématiques un peu particulières. Voilà. Ok. Ensuite, pour adhérer au MFEC, donc devenir membre du MFEC, alors on a modifié les conditions d'accès pour 2023. Donc au moment où je suis en train de te parler, ça est en train de changer complètement. Donc jusqu'ici, on sélectionnait nos adhérents. Ça veut dire qu'il fallait s'assurer qu'ils aient suivi une formation adéquate, qu'ils utilisaient des méthodes positives, etc. On était en fait ultra sélectif. Donc il y avait des gens qui disaient c'est une secte, MFEC, on ne peut pas rentrer dedans parce qu'on a refusé l'accès à des pros qui étaient formés à des organismes inadaptés. Sauf que moi, j'y voyais un problème. Le rôle du MFEC, c'est de promouvoir l'éducation positive et que celle-ci, elle prenne plus de place. Mais aujourd'hui, on le sait, il y a des formations qui sont dites en positif. Voilà, il y a tout en formation. Et j'ai envie de dire, il y a même des gens qui s'installent en tant que professionnels qui se disent en positif. Mais quand tu creuses un peu, il va y avoir des petits outils comme des petites boîtes à cailloux, des petites choses comme ça qui vont pas. Mais c'est pas de la faute de ces personnes-là. Ça veut dire qu'ils sont formés, ils sont presque persuadés. Donc moi je trouvais qu'en leur fermant la porte du MFEC, forcément on peut pas les aider à changer quand c'est comme ça. Alors que c'est bloqué dans une ambivalence qui est chiante et qui va mettre des années à évoluer, quoi. Ça veut dire que nous on leur dit non, t'es pas positif, au revoir, tu fais pas partie du groupe, mais en fait ils comprennent pas forcément pourquoi. Parce que vraiment, s'ils n'ont pas d'autres outils, on ne comprend pas forcément pourquoi. Donc, je suis contente parce que le bureau a été OK avec moi. Donc, désormais, l'adhésion au MFEC, elle est ouverte à tous sans exception. Donc, au même titre, en fait, que tu vas adhérer à une association lambda, tu vois. Donc, on espère aussi avoir plus de membres par rapport à ça. Mais par contre, il y avait ce problématique de référencement, en fait. Donc, pour continuer à référencer les éducateurs canins de confiance, parce qu'en fait, on a aussi pour but de permettre aux particuliers de trouver un éducateur en positif, on a mis en place un système de certification, donc un peu comme le label formation. Donc, c'est sur dossier. Une fois que tu es adhérent, tu peux demander à devenir membre validé. Et là, ça va être nos délégués en région, donc ça aussi, c'est quelque chose de tout neuf qu'on a mis en place, qui vont se charger d'étudier le dossier et de réaliser un entretien téléphonique pour s'assurer des méthodes et de la philosophie de travail des personnes. Et une fois validé par la commission, l'adhérent classique pourra devenir membre MFEC validé et sera sur l'annuaire. Un annuaire qui est diffusé aux vétérinaires sur toute la France et on travaille dessus pour justement qui devienne une référence un peu, quoi. Je suis hyper fan de ce mode de ce nouveau mode de recrutement où on dit que voilà, il y a la porte est ouverte et ensuite faites vos preuves à l'intérieur, évoluez, faites en sorte de rentrer dans un minimum parce qu'il faut forcément mettre des cases à un moment donné, même si on n'aime pas trop rentrer dans les cases, mais il faut forcément en avoir à un moment donné pour harmoniser la pratique et faire en sorte qu'on s'y retrouve. C'est surtout ça l'enjeu. Donc je trouve ça très intéressant comme manière de faire et c'est chouette. Ça demande de l'humilité et je trouve ça chouette. Et on peut aussi se permettre de faire ça parce qu'on commence à avoir une offre. Parce qu'en fait, finalement, plus je regarde le MFEC, donc c'est une association, je suis présidente, mais en fait, c'est comme une entreprise. Ouais. Et en fait, plus ça va et plus l'offre qu'on a à proposer, elle commence à être cohérente. Ça veut dire que, comme je te disais, là, on va accueillir tout le monde.
malgré tout, on sait quand même qu'on va attirer des gens qui tendent, parce qu'il y a quand même une charte avec des valeurs, etc., tu vois. Donc, des traditionnels purs, ils feront pas partie des adhérents, c'est sûr et certain. Oui. Parce que c'est de toute façon pas la clientèle cible, même si c'est pas des clients. Voilà. Donc, on va pouvoir accueillir ces personnes-là. Et finalement, on peut les accompagner presque sur tout un parcours. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, il nous manque encore un petit wagon manquant. Mais sur le site internet, en fait, on a pour objectif de regrouper vraiment un maximum de ressources pour apporter, comme je te disais, de l'information. Donc, en gros, ce qu'on a commencé à faire, c'est déjà un courrier qui explique un petit peu les méthodes positives, qu'est-ce que c'est, tu vois, pour commencer à éveiller un petit peu et à planter une graine. Et ensuite, je te dis, il nous manque un petit wagon. On voudrait arriver à avoir un webinaire idéalement ou quelque chose comme ça pour une espèce de mini-formation. Mais on a aussi, comme je te disais, le lien avec le label formation derrière. Ça veut dire que si vous voulez évoluer et devenir éducateur en positif plus, ça tombe bien parce que le MFEC, il a vraiment toute une liste de formations à vous proposer avec potentiellement en plus des tarifs préférentiels, etc. Donc, et on espère bien pouvoir relancer les congrès désormais maintenant. J'ai l'impression qu'on est un peu sorti d'affaire avec le Covid. Donc, on va finalement pouvoir proposer un accompagnement de qualité aux professionnels, qu'ils soient jeunes ou non, parce qu'il y en a énormément qui ont 12 ans d'éducation canine et qui sont en train de se dire, tiens, il faut peut-être que je change ma méthode de faire, tu vois. Donc, voilà. Trop bien, je suis fan. Avant de passer à la partie conseil, il y a un sujet dont je voulais parler, peut-être parce que je suis un petit peu trop concernée, mais qui me semble intéressant. Et je crois, pareil, on y vient souvent au travers des épisodes, mais je voulais en discuter avec toi au travers de cet épisode-là. Le fait de trouver sa place quand on est jeune éducateur canin. Je parlais tout à l'heure de rentrer ou pas dans des cases. Et c'est vrai qu'on peut vite avoir ce truc de l'étiquette en positif et puis en fait se rendre compte des mois après que en fait ça veut pas dire grand chose parce qu'effectivement comme tu le disais il y a des gens qui se disent en positif et qui ne font rien de qui ne font rien de bienveillant là-dedans et je trouve que c'est assez difficile. J'ai beaucoup de témoignages, j'ai la chance d'échanger avec beaucoup de jeunes éducateurs qui se lancent ou qui viennent de se lancer ou qui se lanceront dans quelques temps, qui me partagent en fait ça, de se dire en fait, la base, ok, voilà, on va être en positif, mais qu'est-ce que ça veut dire à l'intérieur ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on trouve sa place, etc. Et ce que je trouve génial dans le fait de rejoindre un réseau professionnel, c'est aussi de se rendre compte de la diversité des professionnels qu'on peut avoir et de dire qu'on a tous une manière de faire qui va nous être perso, qui va nous être propre, et que pour autant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas communiquer ensemble. Et donc, c'est ça que je trouve hyper intéressante. Ouais. Si, parce que moi je pense que c'est vraiment une valeur qui compte pour moi et ce qui compte le plus. Vous pourrez le regarder d'ailleurs sur la vidéo de présentation sur la chaîne YouTube du MFEC où c'est moi qui présente. C'est la seule fois où je suis présente et puis après je laisse la place aux autres. Mais du coup, j'explique vraiment ça en fait. C'est que on fait partie d'un groupe où on se ressemble sans se ressembler. Et en fait, effectivement, trouver son identité, en fait, on est éducateur canin en positif, mais en fait, on est plus que ça. Donc là, comment dire, au niveau du MFEC, mais voilà, au niveau de nous, entre éducs, dans notre réseau, on partage des mêmes valeurs, on a des similitudes, etc. Mais on a tous notre petite spécificité. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est effectivement pas toujours facile à trouver. Mais ça, c'est presque un autre sujet. Ça, c'est du coaching pour arriver à trouver justement sa couleur d'éducateur. Quel éducateur canin je vais être ? Mais moi, je dis souvent, on a un métier puzzle, c'est trop dingue. On peut faire ce qu'on veut. On peut prendre tellement de petits bouts de plein de trucs, ce qui est horrible du coup, parce que des fois, on n'arrête pas de se former dans plein de domaines, tu vois. Ouais. Mais on peut vraiment faire ce qu'on veut de ce métier-là. Donc, à nous de trouver les pièces du puzzle qui nous plaisent. Et le cadre, le fond, et ben voilà, on partage ces valeurs-là de bienveillance, de réflexion, de remise en question, et à chercher de faire toujours le mieux qu'on peut, et ça, c'est le principal, quoi. On représente l'éducation canine en France. Donc, on n'est pas tout seul, il faut qu'on soit unis et forts, et c'est un seul visage, mais fait de plusieurs visages, tu vois.
Ouais. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je me dis, j'aimerais beaucoup le faire, mais je sais pas le faire. J'ai pas de technique dessus. Mais je me dis, oh, si on pouvait prendre toutes les têtes de tous les éducateurs canins et en faire une, tu sais, en montage, Ouais, ouais. ben, je trouve que ça représenterait bien, en fait. On est une unité, mais qui est conçue avec plein de personnes dedans, quoi. Trop bien. Quel conseil tu pourrais donner à peut-être un jeune éducateur canin qui se lancerait et justement qui se sentirait un peu seul, un peu voilà, à se dire en fait le champ des possibilités est tellement ouvert que je sais pas quoi faire et que c'est un peu paralysant. Je sais pas, parce que c'est de l'individuel. Donc là, c'est hyper compliqué ce que tu me demandes. Ça veut dire Ouais, c'est que vrai. en fait, c'est presque mon travail au quotidien. Tu vois, dans mes accompagnements pour les pros, c'est ça. C'est trouver, les aider à trouver leur place. Donc, je peux donner un conseil, mais après, ça va pas être facile à trouver. Mais il faut savoir qu'est-ce qui nous fait vibrer. Donc, savoir s'écouter son petit, sa petite âme à l'intérieur, son cœur, qu'est-ce qu'il raconte. Et un peu comme on le disait tout à l'heure avec même les clients particuliers, etc., c'est pas toujours facile avec la pression sociale. Et donc, dans ce monde où il y a beaucoup d'éducateurs canins, c'est pas toujours facile de savoir qui on est nous, parce qu'on va être influencé par il semblerait qu'il faudrait que je sois comme ça, je voudrais ressembler à telle personne, etc. Donc c'est bien d'avoir l'inspiration à travers les collègues, mais on doit quand même créer notre personnalité, etc. Donc ça demande une introspection, de revenir en soi-même pour savoir qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'offrir au monde, en fait. Et c'est comme ça que... voilà, c'est facile, hein. C'est comme ça qu'on trouve sa couleur, quoi. Son ikigai. Ouais. Trop bien. Avant de passer à la partie conclusion, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels je t'ai pas amené que tu aurais aimé aborder? Ah, je crois... bah non, hein, moi je pourrais parler des heures aussi, mais je pense qu'on a fait le tour. Ok. Voilà. Du coup, je vais poser la question signature à 100 000. Qu'est-ce que ça a changé à ta vie de pouvoir enfin avoir un chien? Et qu'est-ce qui t'apporte au quotidien? Évidemment, ça m'apporte tout. Je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Je me demande souvent, parfois d'ailleurs, comment aurait été ma vie si j'avais pas eu de chien. Ou si j'avais eu des chiens enfants, justement, et que ça en serait pas devenu une obsession. Bah, je ferais Ouais. peut-être pas du tout ce métier-là. Je crois que je serais agent immobilière. Je sais pas, j'adore les maisons. C'est bien quand tu vas chez les gens et tout, tu vois les maisons en même temps. J'adore ça. En tout cas, moi, ce qui est très drôle, c'est de me rendre compte que, en pensant me rapprocher du chien, je me suis finalement plus rapprochée de l'humain. Je pensais travailler avec le chien et me voilà à 1000% à travailler avec l'humain, donc que ce soit les particuliers ou mes collègues professionnels. Ouais. C'est pas mal. Mm. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos auditeurs? Eh ben, la chaîne YouTube du MFEC, évidemment. Donc ça, c'est pareil, ça fait partie des projets 2022. Je suis partie faire une petite tournée de France à la rencontre des adhérents. Donc évidemment, pas tous, parce que ça demande un peu de boulot. Ouais. Mais justement, on y retrouve différents conseils. Ils sont tous différents, mais tous au niveau des mêmes valeurs. Et moi, c'était vraiment l'objectif avec cette chaîne YouTube, c'était de pouvoir trouver un endroit où il n'y a pas une personne qui parle et qui dit qu'elle sait tout, mais on en a plusieurs qui partagent leurs connaissances et qu'on peut du coup venir piocher et trouver des informations de temps en temps. Trop bien. C'est le même objectif qu'a le podcast, donc je vois bien. Qu'est-ce que tu aimerais entendre? C'est la petite question que j'ajoute en 2023 sur le podcast. Qu'est-ce que tu aimerais entendre au micro de la niche sur un prochain épisode? T'es en manque d'idées, en fait? Tu veux qu'on t'aide à trouver? Non, mais je trouve que c'est cool parce qu'il y a un côté passage de flambeau, tu vois. Ouais, c'est vrai. Tu passes le micro à quelqu'un d'autre et je trouve ça chouette. Puis moi, ça m'amène à des gens auxquels j'aurais pas pensé. Moi, je pense... Ça en a fait quand même déjà pas mal. Ouais. Moi, t'as pas fait Antoine. Moi, je te dirais bien, du coup, le docteur Antoine Bouvresse, vétérinaire. Je suis juste fan de ses discours, donc je pense que ça pourrait être hyper intéressant. Ok, ça marche, c'est noté. Ok, et du coup, dernière question, où est-ce qu'on peut rediriger les auditeurs qui souhaiteraient suivre ton travail et puis découvrir le MFEC, du coup?
Alors, pour suivre mon travail à moi pour les professionnels, ça se passe plus sur Instagram, donc je guide et j'éduque, ou sur mon site internet jeguideetjeduque.com. Il y a un onglet pour les professionnels qui explique un petit peu ce que je propose. Et pour suivre l'association MFEC, donc on a notre site mfec.fr. Je vous invite évidemment à rejoindre le mouvement et à adhérer. De cette manière, tu es sûr de recevoir toutes les infos, que ce soit les infolettres, etc. Et on peut la suivre sur Facebook et sur Instagram. On a des comptes sur ces réseaux sociaux. Trop bien. Eh ben, écoute, un grand merci, Carole, pour Merci à toi. toutes ces infos. Et puis, je te dis à tout bientôt au sein du MFEC, je crois. Merci à toi. Merci, à bientôt, salut. Merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Carole et de l'avoir écoutée jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @je_guide_j'éduque, @association_MFEC et @lanicheaventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à soutenir mon travail sur Tipeee, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!